Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette troisième réunion thématique dans le cadre de cette campagne électorale pour les élections municipales. Disons, nous en avons déjà fait une sur les espaces naturels, l'activité agricole et le projet de ville qui est derrière. Nous en avons fait une sur la question de la sécurité en général. Et puis ce soir, nous faisons donc une réunion thématique sur la politique sociale et l'emploi et l'économie sociale et solidaire sur Grabel. Voilà. Alors d'abord, je voudrais vous présenter les gens qui sont à la tribune, parce que selon la bonne méthode de ces réunions thématiques depuis le début, je me contente d'introduire rapidement et la parole est prise par essentiellement les candidats et candidates qui assument ce dossier. Donc, vous avez Nicole Soriot, voilà, qui est juste à mes côtés, qui est adjointe sortante aux affaires sociales et qui n'est pas la doyenne de notre liste, mais qui est la doyenne des élus, puisque c'est elle, en 1990-91, qui, sous le premier mandat de M. Falgueret, a fondé le CCAS de Grabel et le centre socio-culturel. Et donc voilà, ça me paraît important qu'elle soit là. Vous avez Sophie Chalmet, qui est ici, qui va intervenir la première. Ensuite, Célia Erlich, voilà, et Mariette Coudray-Couder, qui est ici. Tous les trois vont introduire le débat. Je tiens à saluer la présence, comme notre grand témoin dans cette réunion, on va t'appeler comme ça, un grand témoin, voilà, de Marie Meunier, qui est une amie de longue date. Voilà, on a beaucoup travaillé ensemble, et qui se trouve être conseillère régionale chargée de l'économie sociale et solidaire et qui a peut-être beaucoup de choses à nous apprendre. Donc voilà, alors vous connaissez le principe de ces réunions, on cherche à faire une introduction qui apporte quelque chose, qui nourrit un peu, et puis après, le débat sera libre. Voilà, donc si je me souviens bien, c'est Sophie qui commence, voilà. Alors, je fais donc partie de l'équipe des Trois Drôles de Dames. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous allés sur le blog, mais effectivement, on avait envie de mettre un petit peu d'ironie et d'humour dans cette campagne. Et du coup, on a fait un petit clip voilà, assez de bon ton, il me semble, dans une campagne parfois acerbe et agressive de la part de nos opposants politiques. Ça semblait tout à fait bienvenu. Voilà, alors notre bosselet à nous, pour continuer dans le même registre, c'est Nicole Soriot, qui œuvre, comme l'a dit René, sur la commune au niveau de l'action sociale depuis un certain temps. Et donc moi, pour le moment, je vais d'abord dresser un bilan de ce dernier mandat, donc, et des actions qui ont été menées au niveau social sur la commune. Alors en premier lieu, on pourrait parler de l'épicerie solidaire, qui a été créée et qui apporte une offre, une aide réduite dans le temps au niveau de pendant 3 mois et qui est indexée sur le revenu. Voilà, ça permet aux gens effectivement qui passent un petit moment difficile de donner un petit coup de pouce de ce côté-là. Ensuite, les jardins familiaux qui ont été créés le long de la mousson. Donc c'est une parcelle de terrain pour les gens qui ne peuvent pas avoir de jardin ou un jardin pas suffisamment grand pour pouvoir construire, faire un potager. Et voilà, des liens sociaux se créent autour de la terre et de ses valeurs. Au niveau de l'enfance, il y a eu la création de bus scolaires qui font les navettes entre la Valsière et les écoles et qui, je le pense, simplifie la vie de beaucoup de parents. Ensuite, il y avait également les tarifs de la cantine qui ont été échelonnés en fonction des revenus, donc dans un souci d'équité par rapport effectivement aux revenus de chacun. Ensuite, au niveau des personnes âgées, il y a eu la création d'un EHPAD qui n'est pas encore plein, mais qui à terme pourra recevoir 63 pensionnaires et qui au passage a permis sur Grabel de faire bénéficier d'emplois à un bon nombre de Grabellois, une quinzaine environ a priori.
Ensuite, il y a eu des vacances, des aides au départ en vacances pour les personnes âgées, avec des faibles revenus, voilà, qui a permis effectivement pour certains de partir en vacances pour la première fois, et pour d'autres, vu la baisse de salaire que représente souvent la mise à la retraite, de pouvoir aller découvrir des choses. Ensuite, il y a eu la construction de logements sociaux, en sachant que sur la commune, après le mandat de M. Prunet, la commune n'avait que 3,7% de logements sociaux. À terme de ce mandat, on est à 13%. En sachant que ce retard, ça a un coût, hein. On a payé 550 000 € d'amende, aujourd'hui à rabaisser à 34 000 €. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez positif. Et ensuite, il y a aussi les premiers programmes d'accession aidés à la propriété qui ont été mis en place. Et pour finir, eh bien, le guichet unique sur la Valsière, où vous pouvez trouver la mairie, le bureau du CCAS et le centre social culturel Gutenberg. Donc vous pouvez effectivement inscrire vos enfants pour une activité, vous inscrire sur les listes électorales et faire une demande de logement social au même endroit sans avoir besoin de se déplacer au centre du village, et ce qui laisse augurer de ce qui se fera sur la maison commune au niveau de la place de la coopérative. Et pour parler du centre socio-culturel, aussi le soutien financier de la commune a été augmenté, et ce qui permet d'augmenter l'offre en action sociale et en action culturelle. Voilà. Donc ensuite, quand il a fallu se pencher sur l'avenir et réfléchir sur de nouveaux projets, on a utilisé deux sources d'information. Il y a eu en 2011 une analyse des besoins sociaux qui a été demandée par l'équipe de René Revol sur la commune, qui a été faite par un organisme indépendant. Donc il nous a donné un certain nombre d'informations, et la deuxième source d'information, c'est les 3600 entretiens que René a honorés auprès de la population de Grabel. Et ces deux sources d'informations nous ont informés sur le fait qu'il y avait deux préoccupations principales pour les Grabellois. C'était en premier lieu le logement, l'emploi et le logement. Donc moi je vais plutôt m'axer sur le logement, et après je passerai la parole à mes collègues pour ce qui est de l'emploi. Alors au niveau du logement, on a pensé mettre en place un service de proximité du logement où on pourrait avoir beaucoup de missions. Entre autres, ce serait d'aider les gens, accompagner les gens vers un accès privé plus adapté, hein, des gens qui veulent changer d'appartement, des démarches sont difficiles, voilà, faire un accompagnement. Ensuite, ce serait de travailler en lien avec les bailleurs sociaux. Il y a des appartements, des logements sociaux sur la commune, et c'est vrai que parfois il y a des problématiques et certains bailleurs sont un peu difficiles à mobiliser, donc on se servirait de ce service de proximité pour un peu faire le lien avec les résidents et être mobilisateur et permettre d'être plus réactif. Ensuite, on aimerait faire la même chose dans le secteur privé par rapport aux syndics de copropriété, parce qu'effectivement, il y a aussi des immeubles privés, où il y a aussi de la négligence au niveau de l'entretien, de la gestion, et pareil, se rapprocher de ces syndics et travailler avec eux pour améliorer aussi l'espace de vie des gens. Ensuite, on voulait rester aussi au niveau des quartiers, rester en lien avec les comités de quartier pour que quand les nouveaux projets se font sur ces quartiers, d'être en adéquation avec les gens qui y vivent et d'être plus proche de ce que les gens veulent. Et effectivement, il y a des choses qui parfois nous ne sont pas évidentes, on ne vit pas, et c'est vrai que d'être proche des gens, ça permet d'avoir des projets plus adaptés. Ensuite, on aimerait aussi mettre en place pour les nouveaux Grabellois faire des accueils décentralisés, c'est-à-dire il y a des gens qui
arrivent sur la Valsière faire un accueil au niveau du centre du village et vice-versa, pour qu'il y ait une meilleure intégration et que les gens soient un peu forcés d'aller visiter un peu d'autres coins et découvrent d'autres lieux du village. Ensuite, on avait aussi en lien de mieux préparer les dossiers pour les commissions d'admission des logements sociaux. Il faut savoir que pour ces commissions, voilà, c'est compliqué. Il faut savoir qu'il y a 47% des logements sociaux qui sont éligibles au 1% patronal. Sur Grabel, on a 50% des logements sociaux qui ont été attribués sur le mandat aux Grabellois. Mais on aimerait augmenter ce pourcentage. Et donc, pour ça, effectivement, on aimerait mieux préparer les dossiers et également essayer d'avoir un peu plus la main face à l'agglo et la préfecture qui parfois mettent des bâtons dans les roues pour que plus de Grabellois puissent bénéficier de ces logements. Face à, effectivement, sachant que les terrains sur Grabel ne sont pas communaux, c'est vrai qu'on s'imagine que le maire a un peu tout pouvoir. Tous les terrains maintenant restant sur Grabel ne sont pas communaux, appartiennent aux privatifs. Et donc il y a des projets qui se mettent en place. Et c'est vrai que le maire ne peut pas stopper tous les projets. Et pour lutter contre cette urbanisation un peu intensive et cette densification, le plan local d'urbanisme a été modifié par l'équipe en novembre 2013 pour essayer effectivement de limiter cette densification en, par exemple, limitant les immeubles à R+1 et en demandant des parkings plus importants par rapport à la superficie des logements. Donc voilà, pour essayer un peu de réfréner cette urbanisation excessive. Voilà pour ce qui est de nos projets pour le logement. Et puis maintenant, je vais passer la parole à Célia Erlich, qui va essayer d'éclaircir un peu le maquis institutionnel de l'emploi en France et sur la commune. Voilà, merci. Bonsoir. Donc effectivement, je suis chargée d'essayer de simplifier un petit peu l'existant en matière d'emploi. Je ne vais pas être exhaustive. Je vais essayer. Ça va ? Oui, je vais essayer. Donc je ne vais pas pouvoir être exhaustive parce que ce n'est pas le lieu et ce n'est pas l'objet. L'idée, c'est juste de donner quelques clés de compréhension pour qu'après Mariette puisse nous présenter le projet. Parce que l'emploi, c'est compliqué. Quand on parle d'emploi, en fait, on parle de demandeurs d'emploi. On fait une généralité de personnes, alors que les demandeurs d'emploi sont tous différents et qu'ils ont chacun des parcours différents. Et donc voilà, il y a quand même un service public de l'emploi qui centralise les demandeurs d'emploi, mais après, une fois qu'on est passé dans ce service public de l'emploi qui est le Pôle emploi, la fusion entre l'ex-ANPE et l'ex-ACEDIC, j'y reviendrai ensuite, il y a une définition des publics. Donc la majorité des personnes qui juste ont besoin d'un coup de pouce avec un relais pour être en lien avec des entreprises vont être accompagnées par le Pôle emploi. Mais le Pôle emploi, c'est 200 personnes accompagnées par un référent. Donc on sait bien qu'il faut être très autonome et vraiment pas avoir besoin de beaucoup d'aide pour que ça suffise. Du coup, nouvellement, le Pôle emploi a décidé de travailler avec certaines associations spécialisées qui vont accompagner les demandeurs d'emploi de manière un petit peu plus adaptée, avec un peu plus de proximité. Ça reste encore à la marge. Ça va plutôt être avec des personnes qui sont nouvellement arrivées en France, qui maîtrisent mal le français. Les deux spécificités seulement au niveau des demandeurs d'emploi qui sont reconnues aujourd'hui de manière systématique, ce sont les demandeurs d'emploi qui sont atteints d'un handicap, donc qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Il y a une sous-partie du Pôle emploi qui s'appelle le Cap emploi, qui est spécifique aux personnes atteintes d'un handicap. Et puis pour les jeunes de moins de 25 ans, il y a la mission locale d'insertion qui, sur notre agglomération, s'appelle la mission locale des jeunes de l'agglomération, la MLJAM, donc qui s'occupe de l'accompagnement global, mais surtout de la recherche d'emploi des jeunes de moins de 25 ans. Rapidement, le parcours financier qui était géré avant par la CEDIC
qui aujourd'hui est géré par le Pôle emploi. C'est quand on a terminé un travail parce qu'on a été licencié ou qu'on a vécu une rupture conventionnelle, c'est-à-dire un arrêt de travail communément décidé avec l'employeur, on bénéficie d'une allocation qui s'appelle l'allocation retour à l'emploi. Quand on arrive en fin de droit, on bénéficie d'une allocation qui s'appelle l'allocation de solidarité spécifique. Ce sont des compétences de l'État. Et quand on a épuisé ses droits en matière de chômage, on bascule dans un dispositif qui s'appelle le revenu de solidarité active, qui est géré par le département. C'est l'ex-RMI. Pourquoi je le précise? C'est parce qu'une fois qu'on arrive dans le dispositif du RSA, il y a beaucoup plus d'accompagnement avec un S proposé, adapté à chaque personne. Il y a à ce moment-là une évaluation qui est faite sur les réels besoins. Nous, on aimerait revenir en amont, essayer de réfléchir aux besoins des personnes, à leur entrée dans le chômage pour éviter qu'ils arrivent au RSA et d'y réfléchir après. Rapidement sur le RSA, parce qu'il y a une compétence communale en matière de RSA, donc je trouvais ça important de le rappeler. Donc c'est une mission d'insertion du Conseil général qui va essentiellement être mise en œuvre par les agences de la solidarité, c'est les assistantes sociales qui font des permanences sur Grabel. Pour certains, par le Pôle emploi, des associations spécialisées assez nombreuses et là pour le coup très diversifiées en fonction des parcours de chaque personne. Et pour les personnes bénéficiaires du RSA qui vont être sans enfants à charge, sans enfants mineurs à charge, c'est la compétence de la commune par l'intermédiaire du Centre communal d'action sociale, le CCAS, qui va être sollicité. Donc ce sont les agents communaux du CCAS qui vont rédiger avec les bénéficiaires du RSA ce qu'on appelle un contrat d'engagement réciproque. Ce sont les engagements des bénéficiaires dans leurs actions d'insertion. En contrepartie, les engagements du département pour permettre aux personnes de sortir du dispositif du RSA. Rapidement, deux outils qu'on a envie d'utiliser dans notre projet, c'est l'IAE, Insertion par l'activité économique, et l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Ça n'a rien à voir, donc rapidement. Pour les demandeurs d'emploi de longue durée, c'est-à-dire depuis plus d'1 an, qui vont cumuler une autre difficulté un peu particulière, il y a des financements, pareil, je ne rentre pas dans les détails, c'est un peu complexe, qui vont permettre de les positionner sur des emplois adaptés. C'est en fait le retour à l'emploi par le travail. Il y a tout un parcours de l'insertion par l'activité économique pour des personnes très éloignées de l'emploi, pour des personnes moins éloignées de l'emploi. Et il y a, on en entend parler parfois, et ce sera repris tout à l'heure, des chantiers d'insertion qui vont permettre de remettre au travail des personnes qui n'ont pas travaillé depuis un certain temps, avec une vraie mission à accomplir, c'est un vrai boulot, mais avec un travail d'accompagnement en même temps que le retour au travail. On se réhabitue à des horaires, on se réhabitue à un travail d'équipe, et on a en face un professionnel du métier, mais qui est aussi un professionnel de l'accompagnement qui va permettre de reprendre la réalité des difficultés dans l'emploi. L'économie sociale et solidaire, donc je passe sur un autre outil, hein, il n'y a pas de lien, mais c'est une nouvelle manière de réfléchir l'emploi, c'est les salariés qui deviennent acteurs de leur emploi, qui vont essayer de s'associer pour autogérer avec quand même une structure les entreprises. L'objectif est là, n'est pas de faire du profit, mais de faire que pour rendre un service comme n'importe quelle entreprise, on va d'abord respecter le bien-être des salariés, parce que quand on est bien au travail, on a plus envie de défendre son entreprise et donc on travaille mieux. Un point sur l'existant à Grabel. Alors moi, quand j'ai fait le tour, ça fait que 5 ans que je suis sur Grabel, mais bon, je m'intéresse un petit peu à ce qui s'y fait, et en allant chercher, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de choses que ce que je pensais. Donc on va travailler sur la visibilité de l'existant. Il y a 2 acteurs essentiels, c'est donc le CCAS dont j'ai parlé, qui est communal, et la grande association, le Centre Gutenberg, qui, à ces 2 institutions, accueille les permanences des assistantes sociales du Conseil général,
ont mis en place donc, les agents du CCAS pour l'insertion et puis plein d'autres choses. Là, je me cible sur l'emploi. Il y a des permanences au centre Gutenberg de la mission locale des jeunes de l'agglomération. Ça fait pas très longtemps, mais c'est notable et ça fonctionne bien. Il y a pas mal de jeunes qui n'ont plus besoin de courir à Montpellier pour rencontrer leurs conseillers. Il y a une convention avec le Pôle emploi qui se nomme le Point emploi de Brabel, qui a pour objectif de recenser les entreprises locales et les demandeurs d'emploi, essayer de les mettre en lien. Donc c'est le début, mais il y a des référents Pôle emploi qui sont attachés à ce dispositif et il y a une formation spécifique des agents du CCAS et des salariés du centre Gutenberg par le Pôle emploi pour pouvoir donner des réponses plus adaptées aux demandeurs d'emploi grabellois. Donc ça ne dispense pas de se rendre au Pôle emploi, mais entre deux rendez-vous, parce qu'on sait qu'ils sont espacés, ça va permettre d'avoir un relais local qui lui-même a un relais au Pôle emploi simplifié. Au centre Gutenberg, le lieu d'accueil multimédia et point ressources emploi, donc c'est un espace informatique qui permet d'aller soit en autonomie, soit avec accompagnement, rédiger un CV, une lettre de motivation. Et enfin, le point information jeunesse pour trouver un job d'été, des astuces sur je cherche mon premier boulot, comment je fais, parce que c'est un petit peu compliqué quand on sort des études et qu'on n'a pas un métier dans les mains. Voilà pour l'emploi, donc je vais passer la parole à Mariette qui va parler de notre projet. Bonsoir. Donc en fait, notre projet est basé sur 3 principes. Le premier est de nommer un élu référent sur l'emploi pour vraiment pouvoir mettre le paquet pour accompagner du mieux possible les personnes qui sont en recherche d'emploi. Le deuxième est d'installer au sein de la maison commune le guichet unique pour que l'ensemble des possibilités d'accompagnement et des services soient regroupés pour faciliter les démarches et les échanges qui peuvent être faits. Et le troisième principe qu'on souhaite mettre en avant, c'est vraiment avoir une prise en compte globale de la personne. Ne pas se dire la personne, elle est juste un demandeur d'emploi. Donc la personne, c'est une personne à part entière qui a des compétences, qui a une vie en dehors de sa recherche du travail. Et donc cette prise en compte-là humaine nous semble très importante. Donc pour assurer les inquiets, la mairie ne va pas embaucher tous les demandeurs d'emploi de la commune. On ne va pas pouvoir multiplier des emplois existants comme des petits pains. Voilà. Par contre, on va vraiment mettre en œuvre nos compétences, les réseaux auxquels on peut faire appel et surtout les infrastructures qui ont déjà été créées. Et le premier élément est déjà de faire connaître ce qui existe à l'ensemble des personnes qui pourraient y avoir recours. Comme Célia le disait, elle n'imaginait pas qu'il y avait autant de choses disponibles qui existent. Et effectivement, la première des choses est de pouvoir faire connaître ce qui est. Les deux axes en fait de l'emploi, accompagner l'emploi, en fait c'est au niveau évidemment des demandeurs d'emploi et bien évidemment c'est au niveau aussi des entreprises puisque ce sont elles de toute façon qui créent l'emploi. Pour la partie emploi en tant que telle, et ce sera la même chose au niveau des entreprises, il faut d'abord savoir et connaître les profils des demandeurs d'emploi en particulier, qu'ils se fassent connaître pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude de se rendre sur le pôle emploi, la mission locale, etc. Qu'on puisse savoir s'il y a par exemple un certain nombre de personnes qui sont plutôt seniors, éventuellement qui ont une situation de santé qui a pu évoluer et qui peut-être pourraient être accompagnées auprès de la MDPH pour certaines demandes, éventuellement une reconnaissance de travailleurs handicapés, que vraiment on puisse avoir une connaissance par type de problématique, par tranche d'âge, par diplôme ou pas diplôme, expérience ou pas expérience, pour qu'on puisse accompagner individuellement et voir quand cela est possible, de pouvoir organiser des projets collectifs pour lesquels on peut trouver des financements pour une tranche d'âge, un secteur d'activité, etc. Donc l'idée est vraiment de prendre ce contact avec les demandeurs d'emploi et de leur... évidemment, chacun sera libre du retour qu'il souhaitera faire, se faire connaître ou pas,
se faire accompagner ou pas, solliciter des informations, mais le souhait à la base est celui-là. Ensuite, dans ce qu'a décrit Célia aussi, on a imaginé quelque chose qui soit un petit peu par tranche d'âge, on va dire, en quelque sorte. Donc pour les jeunes, avant largement la fin des études, déjà leur permettre de pouvoir réfléchir à leur orientation professionnelle et scolaire, parce que parfois ils peuvent trouver que l'information au sein de leur école ou de leur collège ne leur suffit pas, ils aimeraient avoir plus d'informations, etc. Et donc nous souhaitons pouvoir mettre à leur disposition des informations et suivant les demandes, pouvoir leur apporter des précisions là-dessus. Ensuite, il y a, pour parler en tranche d'âge aussi, les moins de 25 ans, avec un certain nombre de dispositifs qui sont spécifiquement adaptés à cette tranche d'âge-là, en se rappelant que le Pôle emploi, le point d'emploi à Graben ne concerne pas uniquement les jeunes. Il concerne toutes les catégories d'âge, toutes les catégories de demandeurs d'emploi, qu'ils soient indemnisés par Pôle emploi ou bénéficiaires du RSA. Ça concerne vraiment l'ensemble des personnes en recherche d'emploi. Certains publics plus spécifiques pourront être accompagnés puisqu'on souhaite développer les actions et les projets autour de l'insertion par l'activité économique. En particulier, comme Célia a commencé à en parler, il y a un chantier d'insertion qui est prévu pour démarrer avec un vrai travail, une vraie compétence professionnelle à développer, en même temps avec un accompagnement spécifique au-delà de la partie travail. Ces aspects de chantier d'insertion et plus loin, alors là on rejoindra l'économie sociale aussi, les entreprises d'insertion, etc. La mairie a un moyen, au travers des marchés publics, d'utiliser des clauses sociales qui sont légales, encadrées, etc. Pardon ? Il y a une loi qui a... Il y a une loi aussi, c'est que, voilà, on pourra en parler peut-être après. Donc, quand une collectivité, quelle que soit sa taille, lance un marché public, elle peut préciser au moment de la rédaction du marché qu'il y a des clauses spécifiques qui s'appellent clauses sociales au sens large. Je vous éviterai les numéros parce que si vous n'êtes pas bien dans le truc, ça fait un petit peu compliqué. Ça veut dire qu'en fait, l'entreprise qui va être attributaire de ce marché, la collectivité lui dit, dans ce marché de construction de bâtiments, dans ce marché de voirie, dans ce marché de construction de lignes de tram, de contournement de l'autoroute, etc., etc., moi, commune, je dis, il y aura tant d'heures qui seront consacrées à l'insertion, donc vous aurez obligation de vous adresser aux associations, aux structures qui interviennent dans l'insertion par l'activité économique, de recruter des personnes qui correspondent aux critères de l'insertion par l'activité économique. Ce qui veut dire que c'est utiliser un chantier qui de toute façon aurait dû se faire pour pouvoir rapprocher de l'emploi des personnes qui en sont très éloignées. Donc le retour à l'emploi, quand on en est sorti depuis longtemps, ce sont des petites marches qu'il faut grimper les unes après les autres, évacuer les problématiques les unes après les autres, parce qu'on ne peut pas avoir la tête au travail si on ne sait pas ce qu'on mange le soir, si on habite dans sa voiture, ou si on squatte à droite à gauche parce qu'on ne peut pas trouver un logement, si on a des problèmes de santé qu'on ne peut pas se soigner, etc., etc. Donc l'insertion par l'activité économique, c'est la prise en compte, comme on le disait au début aussi, une prise en compte globale. Donc ça, c'est un outil que la mairie a déjà utilisé en ce qui concerne en particulier la construction de la maison commune. Ensuite, sur les publics spécifiques aussi, j'en ai dit un mot tout à l'heure, pour des personnes qui ont un état de santé qui évolue ou qui sont peut-être déjà dans une situation de handicap, pouvoir essayer de les orienter, de mieux les accompagner vers les réseaux qui peuvent leur favoriser leur retour. Parce qu'évidemment, on parle d'emploi, donc dire faciliter, etc. On sait que c'est difficile et il y en a pour qui c'est encore plus difficile. Ensuite, on pourra, à partir
de la cartographie un petit peu des demandeurs d'emploi, repérer éventuellement des personnes qui souhaitent faire des formations mais qui ne savent pas à qui s'adresser, quel dispositif, puisque la formation professionnelle en France c'est assez vaste, on va dire. Surtout la formation, quand on est demandeur d'emploi, c'est encore pas la même chose que quand on est salarié, c'est pas les mêmes dispositifs, etc. Voilà, de connaître ses besoins, ça peut aussi nous aider à proposer des actions, à donner des informations qui soient ciblées et adaptées aux problématiques des personnes. Ensuite, on a imaginé, en lien aussi avec la réunion qu'on avait eue sur les espaces naturels et agricoles, tout ce qui était autour de favoriser le retour d'agriculteurs, etc. Ces personnes-là, dans ce cas-là, à la fois elles travailleront sur les espaces naturels, mais en même temps elles seront créateurs d'emplois. Même si c'est leur emploi au début, c'est déjà une création. Est-ce que plusieurs personnes seraient éventuellement intéressées pour s'associer? Est-ce que des demandeurs d'emploi qui ont peut-être une idée mais très vague et puis qui se disent non c'est trop compliqué, je ne vais pas y arriver, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Voilà, essayez un petit peu, il y a beaucoup de réseaux qui existent. Donc nous on ne va pas réinventer l'eau chaude, hein. Il y a plein de choses qui marchent, sauf qu'il faut pouvoir donner la bonne information à la bonne personne et au bon moment. Et à ce moment-là, en fédérant les synergies, comme moi je l'ai retenu comme phrase sur notre profession de foi, c'est vraiment cet élément-là et ce lien-là qui est à faire auprès des gens. Ensuite, évidemment, on a vu la partie emploi du côté des personnes en recherche d'emploi. Évidemment aussi, il y a la partie emploi auprès des entreprises. Alors, en premier lieu, celles qui sont installées sur la commune, celles qui auraient envie de venir s'installer sur la commune, mais rien ne nous empêche d'aller au-delà de la commune aussi pour être en réseau et participer à des actions, proposer des idées à des réseaux d'entreprises qui peuvent être sur les villes à côté, sur l'agglomération ou même à un niveau au-dessus. L'idée aussi est de connaître les besoins des entreprises. Donc quand on dit entreprise, 95% des entreprises dans Languedoc-Roussillon, ce sont des TPE moins de 10. Donc il n'y a pas que des multinationales et on ne va pas générer des implantations de folie, certes, mais ces entreprises-là, elles ont aussi des besoins. Elles peuvent avoir évidemment des besoins de recrutement. Parfois, elles peuvent se dire « non, c'est trop compliqué, un salarié, après c'est un problème, je ne peux pas m'en sortir, le CDI, je ne suis pas sur des marchés, etc. ça complique ». Donc déjà, faciliter l'information de ce qui existe, par exemple, autour des aides à l'embauche, des contrats aidés. Ensuite, il peut y avoir des chefs d'entreprise, des artisans qui ont une problématique de transmission, qui savent qu'ils vont bientôt arrêter leur activité et qui aimeraient pouvoir céder leur activité, mais à qui, comment, je suis tout petit, je n'appartiens pas à un gros réseau patronage, on pourrait amener de l'information. Ensuite, certains artisans, par exemple, pourraient avoir envie de prendre un apprenti. Mais si le premier réflexe c'est « oh là là, j'y comprends rien, moi les papiers, il faut faire des démarches, etc. » je ne le fais pas. Si on est là et qu'on donne un coup de pouce, des infos, de l'accompagnement pour dire « on comprend, on a des informations précises, on peut vous aider dans cette démarche pour trouver des apprentis, les suivis, les accompagnements, vous former aussi à devenir un tuteur qui puisse accompagner l'apprentissage, etc. » Voilà, les idées qu'on peut proposer aux entreprises, c'est d'être à leur écoute, quelle que soit leur taille. Elles peuvent avoir des problématiques différentes, mais elles peuvent quand même se retrouver sur des points qui les concernent toutes de façon générale. Enfin, ce qu'on souhaite aussi apporter aux entreprises, c'est de pouvoir les accompagner à se regrouper pour pouvoir répondre, par exemple, à des marchés publics de la commune ou d'autres communes, mais arriver à ce qu'entre elles, à plusieurs, un artisan tout seul ne pourrait pas présenter une offre sur le marché, mais s'il arrive à s'associer avec d'autres artisans ou d'autres corps de métier, de pouvoir faire une réponse commune avec des outils qui peuvent être des groupements momentanés d'entreprises, etc. Il y a plein d'outils qui existent, c'est peut-être pas l'endroit pour les détailler,
Mais voilà, les entrepreneurs, pour qu'ils créent de l'emploi, il faut qu'ils aient des marchés. Et si on peut les aider à aller au moins candidater, déposer des offres et voir comment elles sont analysées après dans l'appréciation des collectivités, je pense que déjà ça pourrait être un point assez favorable pour eux. Voilà moi ce que je pouvais dire sur les deux axes en particulier autour de l'emploi au sens large. Merci beaucoup. Donc, je voudrais passer la parole à Marie Meunier pour qu'elle nous apporte son éclairage, son expérience, son expertise, son réflexion. La question que j'avais envie de rajouter, si vous voulez, c'est qu'on prend la décision dans cette équipe sur ce mandat d'investir à l'échelon communal quelque chose qui n'est pas habituel, qui n'est généralement pas de notre compétence, qui est l'emploi. C'est un peu une aventure. Dis-nous si on fait possible. Bonjour à toutes et bonjour à tous tout d'abord. Ce serait très prétentieux de ma part de dire d'avoir une quelconque opinion si on fait bonne route ou mauvaise route. Moi, c'est de mon expérience de conseillère régionale depuis 2004, porteuse de l'économie sociale et solidaire à ce moment-là, en 2004. C'est vrai que ce n'était pas évident parce que c'est quand même une économie, j'aime bien la resituer dans le contexte de l'histoire, parce que tout de même, c'est une économie dont nous sommes les héritiers et qui existe depuis fort longtemps. J'en parlerai du Moyen-Âge, je vous parlerai un petit peu des jurandes qui existaient à l'époque et le compagnonnage. C'était déjà une forme d'économie sociale et solidaire à cette époque-là. Et ensuite, si on parcourt les siècles qui ont passé, on la retrouve sous la Révolution. Et puis on la retrouve un peu plus récemment aussi dans l'avènement des grandes mutuelles qui sont arrivées, que vous connaissez tous, puisque quand même aujourd'hui plus de 70% des Français, il devrait y en avoir plus d'ailleurs, sont adhérents à une mutuelle, donc vous êtes adhérents au secteur de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, ça on ne le sait pas assez. Et notre pays, la France, est un pays où cette culture-là a beaucoup existé. C'est-à-dire c'est une culture de l'économie de proximité, une économie qui s'appuie sur d'autres valeurs que l'argent, que le fric, comme on dit, qui s'appuie sur des valeurs humaines et qui s'appuie sur une rentabilité adaptée à l'homme, avec un grand H. Donc c'est un petit peu ce que je porte à la région depuis 2 mandats. Je suis assez fière, parce que dans la salle, je reconnais certaines personnes qui travaillent dans ce secteur-là, tu en fais partie, et je suis absolument ravie de travailler avec toi et puis les APF, puisque les APF font partie aussi du monde de l'économie sociale et solidaire. Juste un petit chiffre. En Languedoc-Roussillon, on dépasse un petit peu le débat de Gravel, mais ça me paraît intéressant aussi de pouvoir avoir une vision globale. C'est 13% de l'emploi en Languedoc-Roussillon. Ça vous paraît, c'est énorme, c'est absolument énorme, et on ne le sait pas assez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette forme d'économie, on doit s'en emparer parce qu'elle est portée par des hommes et des femmes. Elle n'est pas portée obligatoirement par des grandes entreprises, comme j'aime à le dire, qui viennent s'installer dans notre pays, qui arrivent de Chine ou d'ailleurs, porteuses de projets dans lesquels on est assez peu concerné. C'est une économie qui émane des territoires. D'ailleurs, elle est indissociable du territoire et des besoins du territoire. On peut très bien dire qu'à Gravelle, il y a une culture, je ne connais pas beaucoup Gravelle, mais il doit certainement y avoir, parlons de l'aspect agricole dont on parlait tout à l'heure. On n'est pas loin de Prades, je suis pradéenne, et d'ailleurs on travaille, moi, d'un plan associatif, ici beaucoup plus d'un plan politique, sur des projets communs à l'agriculture. C'est vrai qu'on peut imaginer que selon les besoins de la population sur tel territoire, on crée des entreprises adaptées à ces besoins. Voilà. Et j'aime rappeler certaines entreprises qui existent dans notre région. Je parlerai d'une entreprise qui fabrique des espadrilles vers Perpignan. Je suis bien persuadée que ces espadrilles, on ne pourrait pas les fabriquer à Montpellier. Pourquoi à Perpignan? Parce qu'il y a une culture locale de la fabrication des espadrilles. Plusieurs générations qui les fabriquent, qui se transmettent ce savoir dans une famille. Et aujourd'hui, cette entreprise-là, qui est une coopérative, aujourd'hui existe bel et bien. Donc l'économie sociale et solidaire, elle se définit selon des critères bien précis. Elle regroupe les familles, vous m'aidez, tu m'aides si j'oublie parce que je suis un peu fatiguée ce soir. Il y a les associations. Alors les associations, toutes les associations, il ne faut pas oublier que les associations sont pourvoyeuses d'emploi et pourvoyeuses de liens sociaux. Elles font partie du domaine de l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, l'emploi associatif est le premier emploi du Languedoc-Roussillon.
On ne le sait pas, les associations sont le premier employeur de notre grand territoire qu'est la région Languedoc-Roussillon. Nous avons ensuite les coopératives. Alors, je parlais un petit peu dans l'histoire des coopératives, mais aujourd'hui, elles redeviennent à la mode, entre guillemets. Oui, effectivement, aujourd'hui, on a des entreprises dans lesquelles des chefs d'entreprise, des salariés, se disent aujourd'hui pourquoi on ne reprendrait pas notre entreprise et on s'en emparerait pas. Voilà, dans le sens où on produirait nous-mêmes et on déciderait nous-mêmes de l'avenir de notre entreprise. Vous savez que les coopératives aujourd'hui, quand nous sommes arrivés en 2004, il y avait très peu de coopératives en Languedoc-Roussillon, il y en avait une trentaine. Si je me trompe, dans la salle, on peut m'aider. Aujourd'hui, on est pas loin de 350 coopératives en Languedoc-Roussillon, ce qui est quand même en 10 ans pas mal. La région y a certainement participé, mais pas seulement. Pas seulement, parce que vous le savez mieux que moi, enfin, en tous les cas, moi je l'ai appris, un élu ne fait rien tout seul. Un élu, il fait quand, à un moment donné, il est soutenu et aidé par la population, et dans ce secteur-là, en tous les cas, par le monde de l'entreprise. Et c'est ce que moi j'ai fait à la région Languedoc-Roussillon quand je suis arrivée. Je me suis appuyée énormément sur les forces vives. C'est-à-dire que moi, j'avais des idées, en partie, encore pas toutes, puisqu'elles sont venues collectivement. Et ensuite, je me suis appuyée considérablement sur le secteur de l'économie sociale et solidaire. Je suis allée le chercher. Je me rappelais, en 2004, j'ai pris les pages jaunes à la région, j'ai pris les pages jaunes avec un collaborateur et j'ai cherché les entreprises qui, dans toute la région, bossaient sur l'économie sociale et solidaire. On les a convoquées, on les a invitées et je leur ai dit, voilà, on se réunit à Taillade et j'aimerais voir un petit peu comment vous voyez les choses, comment on peut développer les choses. Et il y a un peu plus de 250 personnes qui sont venues, alors qu'on m'avait mis 30 chaises, je m'en souviens. Je m'en souviens très bien. Il y avait plus de 250 personnes qui sont venues en disant bon ben voilà, on est là, comment on peut travailler ensemble. Et on a ce projet de l'économie sociale et solidaire, déclinaison Languedoc-Roussillon, parce que je rappelle que c'est de l'économie. L'économie, c'est du social aussi, on ne le dit pas assez. L'économie, elle est partout. Elle est partout. Donc ce projet d'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, peut irriguer notre région et peut se décliner bien évidemment au niveau local, à Gravelle, mais sur Prades, on a aussi des projets. Je sais que sur Clapier, il y a des choses qui sont en train de se réfléchir, et en ce moment, ça fleurit beaucoup. Alors, il y a une chose que j'aime pas trop, parce qu'on me dit, c'est une économie qui fleurit, quand il y a une crise, on la retrouve. Ben moi, j'ai la prétention de dire, effectivement, aujourd'hui, on la retrouve parce que crise il y a. Mais c'est une vraie économie. Et elle ne doit pas fleurir et émerger seulement qu'il y a une crise. Ce n'est pas une économie de la réparation. Elle n'est pas là pour réparer ce que le capitalisme, en gros, fait et ses méfaits. Elle est là pour exister pleinement et être au service des besoins d'un territoire. Voilà, et c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Et la déclinaison que vous en avez fait, je vous remercie, parce que ça correspond vraiment à ce qu'aujourd'hui doit être l'économie sociale et solidaire. On a parlé des grandes mutuelles, il existe bien d'autres secteurs sur lesquels on doit s'appuyer. J'aime à rappeler que la sécurité sociale en 1945 a été à un moment donné un grand moment et que nous l'avons toujours, un grand moment aujourd'hui de mutualisation à la fois des moyens, d'association des citoyens qui à un moment donné sont réunis pour mettre ensemble de l'argent, c'est un peu sommaire ce que je dis là, et le redistribuer ensuite et créer un système dans lequel encore aujourd'hui nous vivons et que j'espère que nous garderons très très longtemps. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Après les restes, je pense que vous en avez parlé. En tous les cas, sachez que je suis à la région, c'est mon deuxième mandat. Moi, je souhaite travailler encore plus avec les territoires parce qu'on a mis en place des dispositifs financiers. On a créé une pépinière en économie sociale et solidaire. Elle est sur le territoire de la Mosson. Si vous voyez, c'est un beau bâtiment tout neuf. Donc je suis assez fière aujourd'hui parce qu'elle héberge un certain nombre d'entreprises qui se développent et vont se développer en économie sociale et solidaire. On a mis en place des incubateurs aussi, une école de l'entrepreneuriat en économie sociale et solidaire pour les gérants d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et une entreprise, c'est une personne, 2 personnes, 10 personnes, 500 personnes. À partir du moment où il y a des liens qui se font, qu'il y a de l'économie qui se
passe, c'est une entreprise qui existe. Et ça, on ne le sait pas assez. Vous pouvez être tous des entrepreneurs, nous pouvons tous l'être aussi au service des territoires. Une commune aujourd'hui n'a pas les moyens de créer beaucoup d'emplois et de faire venir des entreprises, ça on le sait malheureusement, mais c'est ainsi. Par contre, on a les moyens de faire émerger des projets, comme vous l'avez dit, et d'aller plus loin que ça. Et ensuite, une fois qu'on a fait émerger ces projets et ces besoins, on peut parfaitement dégager des moyens pour créer de l'emploi. C'est pas très compliqué, mais je crois que quand on s'y met tous, on y arrive pour partie. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite à venir au jeudi soir. Je répondrai à la question de M. Domergue sur ce qu'il appelle la nouvelle mairie, qui est en fait pas du tout ça, qui est la maison commune, dans laquelle va se retrouver le CCAS, va se retrouver le centre socioculturel du Timber, plus de 800 mètres carrés de salles associatives, et dans laquelle se trouvera en même temps les services municipaux, ce qui fait qu'il n'y aura qu'un seul guichet unique, au lieu d'aller se balader à 50 endroits différents, comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure. Voilà. Et l'accessibilité. Et l'accessibilité, car la mairie actuelle n'est pas accessible. Voilà. Quant à la mairie, on ne va pas poursuivre, on verra ça jeudi soir. Quant à la mairie actuelle, nous sommes une municipalité où le bien communal, nous ne le vendons pas. Nous ne vendrons jamais un quelconque bien communal. Nous le gardons et nous l'utilisons, et on a plein de projets dans cette ancienne mairie, parce qu'elle peut servir encore à plein de choses en cœur de village. On y reviendra jeudi. La chose que je voudrais dire ici, si vous voulez, c'est que, en fait, l'idée est partie d'une chose assez simple, c'est qu'on a constaté que dans notre territoire de Gravel, eh bien, il y avait, c'est ce qu'on dit souvent, deux vitesses. Un territoire à deux vitesses. Voilà, un territoire à deux vitesses. D'un côté, une zone d'activité avec des entreprises très dynamiques, une activité extrêmement puissante, avec des gens qui d'ailleurs sont en recherche de mettre des offres d'emploi qu'ils ne trouvent pas généralement preneurs, et qui, contrairement au discours dominant de Montpellier, ne demandent pas que des gens qui sont à Bac plus 5 ou à Bac plus 10, il y a toutes les qualifications qui sont demandées. Et puis de l'autre, nous, au niveau du fonctionnement municipal, eh bien, on rencontre énormément, on a un taux de chômage qui est à Gravel supérieur à la moyenne régionale, ce qui est quand même assez impressionnant dans une ville qui se situe à l'intérieur, en bordure, en première couronne de la surdouée de Languedoc-Roussillon. Et donc cette concentration de deux pôles, un pôle qui réussit et un pôle qui échoue, avec un accroissement d'inégalités, qui est une des caractéristiques de la ville de Montpellier d'ailleurs, avec un taux de pauvreté de 23%, qui est largement supérieur au taux de pauvreté national, alors qu'on est dans une ville où il y a le plus de création d'emplois. Et bien cette dynamique négative qui se produit également sur le territoire de Gravel. Naturellement, nous n'allons pas régler, nous, à l'échelle communale, les problèmes économiques et sociaux, structurels qui aboutissent à cette réalité, mais on peut, à notre échelon de proximité, chercher à le régler. D'où tout ce dispositif à mettre en place de bourses, de parrainage, de liens, de pôles. On a commencé d'ailleurs, ce qui nous a amené à aller dans cette direction, c'est l'expérience même qui a été lancée depuis le mois de janvier, d'un point emploi jeune qui cherche, parce que les moins de 25 ans qui sont dans la difficulté sont de plus en plus nombreux, qui cherchent à recenser les offres d'emploi qui existent sur le territoire de la commune, et de l'autre côté, d'essayer d'y amener les jeunes et de les préparer. Et ainsi, en l'espace d'un mois, nous sommes arrivés à faire embaucher 4 jeunes sur des CDI, parce qu'il est hors de question de servir de tremplin à des emplois précaires. Et ainsi, c'est un résultat auquel on ne s'attendait pas en l'espace d'un seul mois d'activité de ce point d'emploi jeune. Donc on va poursuivre, il y a encore depuis d'autres qui ont commencé, et on s'est dit, pourquoi on ne généraliserait pas ça à l'échelle de tout le territoire de la commune, en utilisant justement cette maison commune comme ce point de référence. Voilà. Alors ce travail est lancé. Vous avez remarqué qu'avec la nouvelle équipe qui est ici, il y a de la compétence, de l'énergie et de la volonté. Voilà, elles ont déjà fait leur film, on l'a vu, elles sont prêtes à mettre tout ça en place. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que ça redonne aussi la pêche à ceux d'autres qui depuis 15, 20 ou 30 ans se battent sur ces dossiers et ont souvent le sentiment
de Sisyphe, c'est-à-dire que le rocher redescend toujours, et donc ça peut entraîner parfois du découragement. On le voit souvent dans le travail social, ce découragement. Et là, on a une nouvelle énergie en mouvement au niveau de Grabel, et je pense qu'il faut maintenant lui donner les moyens d'agir. Donc voilà, je crois que vous avez bien travaillé. Merci au nom de tous pour votre boulot. Et rendez-vous jeudi à 20h dans la salle polyvalente pour aborder toutes les questions. Merci Marie.